En justice, il n'est jamais suffisant d'affirmer que l'on a raison ou que son adversaire n'a pas respecté ses engagements. Encore faut-il en apporter la preuve, ainsi que l'indique la loi, et notamment l'article 9 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 1353 du Code civil. Mais cette règle n'est pas toujours aussi rigide. Signature manuscrite ou numérique. Tous les documents n'ont pas à être signés pour avoir force probante, une facture par exemple, et certains messages, comme les insultes ou les injures, ne le sont nécessairement pas, qu'ils soient couchés sur papier ou transmis par SMS ou email. Mais ainsi qu'en dispose l'article 1367 du Code civil, la signature est un moyen d'identifier celui qui la pose et manifeste son consentement à l'acte signé et à ses conséquences. Le même article admet que la signature puisse prendre une forme électronique si elle est mise en œuvre par un procédé permettant de garantir le lien entre la dite signature et l'acte auquel elle se rapporte. Cette disposition a abouti à l'émergence de nouveaux modes de signature ou de certificats numériques permettant notamment d'établir sa déclaration de revenus en ligne ou de répondre à des appels d'offres dans le cadre de marchés publics. Plus délicate est la question d'un consentement qui, sous forme d'écrit sur papier, est habituellement formalisé par une signature, comme un bon de commande, des instructions professionnelles, une simple lettre, même de nature privée, et qui se trouve de facto dénué de signature manuscrite dès lors qu'il prend une forme électronique usuelle, comme le simple email dépourvu de certificat numérique. La véritable interrogation porte alors sur la nature obligatoire ou facultative de la signature, d'une part pour authentifier l'auteur de l'acte et d'autre part pour valider son consentement. Lorsque la signature est obligatoire, sous peine de nullité de l'acte, il importe peu qu'elle soit manuscrite ou numérique, pourvu qu'elle soit unique à son auteur. Une signature manuscrite scannée ou écrite avec un stylet, une souris ou le doigt dans une application numérique est donc recevable. La plupart des actes comportant un engagement réciproque des parties, ce qu'on appelle en droit un acte synallagmatique, comme une promesse de vente. En matière civile donc, nous verrons ce qu'il en est en matière pénale, une preuve ne peut pas résulter de la violation du secret professionnel, comme l'illustre un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1999. Dans cette affaire, le médecin traitant d'un assuré qui s'était suicidé avait transmis au médecin conseil de la compagnie d'assurance, sous couvert de secret professionnel, des informations laissant supposer que l'assuré avait omis de déclarer une pathologie au moment de la souscription du contrat. Le médecin de l'assureur avait transmis ces informations à la compagnie, laquelle s'était sentie autorisée à ne pas indemniser les ayants droit. La Cour de cassation a considéré que même si l'omission de l'assuré pouvait être considérée comme frauduleuse, sa découverte par la compagnie résultait d'une violation du secret professionnel et ne pouvait donc pas être retenue pour refuser l'indemnisation. Dans certaines matières, la loi rappelle que la preuve ne peut être obtenue à n'importe quel prix. Ainsi, pour le divorce, l'article 259.1 du Code civil dispose « Un époux ne peut verser au débat un élément de preuve qu'il aurait obtenu par viol. » Messagerie électronique et dossier numérique professionnel. Le secret de la correspondance s'impose à l'employeur. Dans un arrêt du 12 octobre 2004, la Cour de cassation rappelait que l'employeur ne peut déroger au principe du secret de la correspondance, peu importe qu'elle soit papier ou électronique. Voilà pour le principe qu'il convient d'appliquer aux circonstances. Le 11 mars 2008, la Cour d'appel de Paris précisait qu'en aucun cas, l'employeur ne peut prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur, et ceci même dans le cas où ce dernier aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. Le courriel adressé à des collègues et dont l'intitulé et le contenu se voulaient humoristiques s'analyse en un message à caractère personnel. L'employeur, qui prend connaissance d'un courriel personnel d'un salarié à son insu et à celui de l'ensemble des destinataires, ne peut tirer parti de la teneur du message ainsi découvert, le moyen de preuve étant illicite. Notons que ces questions ont même été portées devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Dans un arrêt du 5 septembre 2017, la CEDH, la liberté de la preuve en matière pénale. Le rejet d'une preuve obtenue illicitement est bien moins systématique en matière pénale, c'est-à-dire en matière de contravention de délits et de crimes. Dans un arrêt du 6 avril 1994, la Cour de cassation a considéré que le juge n'avait pas à écarter d'emblée un film vidéo réalisé dans une officine de pharmacie qui montre qu'une personne détourne des sommes d'argent. De même, la Cour a jugé le 23 juin 1999 que bien qu'obtenu de manière illicite, un enregistrement vidéo réalisé par une caméra de surveillance placée dans les parties communes d'un immeuble collectif pouvait valablement constituer un élément permettant de rapporter la preuve de dégradation et d'en identifier les auteurs. Dans un rapport de 2004, la Cour de cassation indiquait, je cite, « Aucun texte ne prohibant la production de preuves déloyales ou illicites, dès lors que ces dernières sont soumises à la discussion contradictoire des parties, il appartient au juge d'apprécier leur pertinence et leur valeur probante, même si leur origine est contestée. » Fin de citation. D'une manière générale, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la preuve, contestation liée au numérique, attention à la naïveté. Dans un arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a confirmé que le déposant client d'une banque doit assumer les conséquences de sa négligence si le mail frauduleux présente, je cite, de sérieuses anomalies tenant tant à la forme qu'au contenu du message qu'il comportait. Fin de citation. Ce faux courriel, ci-dessous, répond-il à ces critères? L'adresse de l'expéditeur noreply@creditagricole.fr semble crédible, mais il serait prudent